Chapitre 1 Le poids du silence. 1.1 Quand le silence devient assourdissant. Il existe un silence qui apaise, celui du matin paisible, du souffle doux dans une pièce encore endormie. Mais il en est un autre, plus lourd, plus dense. Un silence qui hurle sans bruit. Celui qui vous entoure lorsque personne ne vous parle plus. Celui qui envahit vos journées et vos nuits, lorsque les voix familières ont disparu. Ce silence-là n'est pas une absence de son, c'est une absence de lien. Il ne laisse pas de place au repos. Il s'insinue dans les pensées, les amplifie, les retourne contre vous. Il transforme chaque seconde en vide, chaque pièce en écho de votre propre inexistence. Le silence devient alors le miroir de la solitude, il prend corps et pèse sur les épaules comme une présence invisible mais constante. Ce n'est pas le silence du choix, mais celui de l'oubli. Il arrive souvent après une rupture, un deuil, un éloignement, ou simplement avec l'érosion progressive des liens. Il s'installe sans prévenir et devient une barrière infranchissable entre soi et le monde. Même les bruits familiers, un téléphone qui ne sonne pas, une porte qui ne s'ouvre pas, deviennent des rappels de ce qui manque. Quand le silence devient assourdissant, il ne s'agit plus de calme mais d'une absence pesante qui crie un manque, celui d'être entendu, vu, reconnu. Ce n'est pas tant le silence extérieur qui blesse, mais celui intérieur qui fait écho à un monde qui ne répond plus. Une société pressée, des relations superficielles, des proches éloignés. Tout semble vous crier que vous n'existez plus dans le regard des autres. Alors commence une lutte, pour faire du bruit, pour être remarqué, ou au contraire pour fuir plus profondément dans ce silence devenu refuge. Mais à quel prix ? 1.2 La solitude choisie versus la solitude subie. La solitude n'est pas toujours une souffrance. Elle peut être un choix conscient, un espace de recentrage, de repos, de création. Dans ce cas, elle est féconde. C'est la solitude choisie. Celle du promeneur qui s'éloigne du tumulte pour entendre sa propre voix. Celle de l'artiste qui s'isole pour accoucher d'une œuvre. Celle du sage qui cultive le silence comme une discipline de présence à soi. Mais il y a une autre solitude, plus insidieuse, celle qu'on ne choisit pas. Celle qui s'impose comme une exclusion. Elle ne libère pas, elle enferme. Elle est la conséquence d'un rejet, d'une perte, d'un abandon. Elle fait mal parce qu'elle dit quelque chose de notre non-appartenance, de notre mise à l'écart. La solitude choisie était une respiration. La solitude subie, une suffocation. Ce n'est pas tant la solitude en soi qui est douloureuse, mais le sentiment qu'elle trahit, ne plus compter pour personne, ne plus être attendu nulle part. On peut être seul sans se sentir seul, tout comme on peut se sentir atrocement seul au milieu d'une foule. Tout dépend du regard porté sur cette solitude et de la liberté qu'on y trouve ou non. Lorsque la solitude est choisie, elle est un luxe rare dans un monde bruyant. Lorsqu'elle est subie, elle devient un poison lent. Et parfois, la frontière entre les deux est floue. On croit choisir de s'isoler, alors qu'on ne fait que se protéger du rejet. On prétend aimer la tranquillité, alors qu'on s'est résigné à l'absence. Comprendre cette différence est fondamental pour apprivoiser la solitude et retrouver un pouvoir d'action. Car même une solitude subie peut, avec le temps, être reconvertie en solitude choisie, si l'on reprend contact avec soi, si l'on transforme l'isolement en intériorité et le manque en présence. 1.3 Les premières blessures. Abandon, rejet, isolement. Les racines de la solitude la plus douloureuse se trouvent souvent dans l'enfance. Là où tout commence. Avant même que les mots ne soient maîtrisés, l'être perçoit les regards, les absences, les présences qui ne réchauffent pas.